Tiens, c'est pour le petit enfant qui reste. » Ma grand-mère Élise m'a tendu un petit œuf en chocolat enveloppé dans du papier doré, sa voix claire et un peu trop forte pour le silence du salon. Autour de la table du déjeuner de Pâques, dans son appartement de la Croix-Rousse à Lyon, les rires ont fusé. D'abord ceux de mes oncles et tantes, puis, amplifiés par les haut-parleurs de l'ordinateur portable, ceux de mes cousins, Marc et Sophie, qui nous regardèrent depuis Paris et Marseille. Leurs visages souriants sur l'écran semblaient se moquer de moi, la seule à être physiquement là. L'odeur de l'agneau pascal, qui m'avait semblé si réconfortante une heure plus tôt, me donnait soudain la nausée. J'ai senti le rouge me monter aux joues, mais j'ai forcé un sourire, acceptant le cadeau qui venait de me marquer au fer rouge. J'étais le reste, le surplus, celle qui n'avait nulle part où aller de plus important un dimanche d'avril. C'était la vérité de la famille, servie en dessert. Le mot « reste » a résonné dans ma tête bien après que les rires se soient tus. Ce n'était pas un mot choisi au hasard. Il signifiait que ma présence n'était pas un choix, mais une conséquence. Mes cousins, eux, étaient les invités d'honneur virtuels, leurs appels mensuels célébrés comme des événements. Moi, qui habitais à 20 minutes, qui faisais ses courses au marché chaque semaine, qui l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, j'étais le décor. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent ce sentiment, celui d'être si présent qu'on en devient invisible. On vous prend pour acquis, car la disponibilité est moins spectaculaire que l'absence. Ma grand-mère collectionnait les souvenirs, mais elle avait une mémoire très sélective. Elle se souvenait des cartes postales de Marseille et des anecdotes parisiennes, mais oubliait les heures que je passais à ses côtés, à trier ses papiers ou simplement à écouter les mêmes histoires, encore et encore. Ce jour-là, j'ai compris que mon dévouement n'avait aucune valeur à ses yeux. Alors que je déballais machinalement l'œuf en chocolat, une autre image s'est superposée à la scène. Il y a 2 ans, ce n'était pas l'odeur de l'agneau qui emplissait l'air, mais celle, âcre et antiseptique, de l'hôpital. Après sa fracture du fémur, j'avais passé 3 mois à son chevet. J'avais sacrifié mon premier semestre en 2e année de droit, dormant sur un fauteuil inconfortable, courant entre les cours que je manquais et les visites des infirmières. J'avais puisé dans mes économies, 8 000 € prévus pour un séjour linguistique, pour payer l'aide à domicile, les médicaments non remboursés et les taxis adaptés. Personne ne le savait. Tout le monde pensait que la mutuelle avait tout couvert. J'avais gardé chaque facture, chaque reçu, rangé méticuleusement dans un classeur. Ce classeur était le témoin silencieux du véritable prix à payer pour être le petit enfant qui reste. Une dette que personne ne m'avait demandé de régler, mais que j'étais la seule à avoir payée. L'appel vidéo s'est terminé sur une nouvelle vague de promesses vagues de mes cousins de descendre bientôt. Le silence est retombé dans le salon, lourd et inconfortable. Ma grand-mère a remarqué mon visage fermé. Au lieu de voir la blessure qu'elle venait d'infliger, elle y a vu un reproche. « Souris un peu, Chloé », m'a-t-elle lancé d'un ton sec, sa main se posant sur sa tasse de café refroidi. « Tu rends l'atmosphère pesante. Tu devrais être reconnaissante d'avoir encore ta famille. » Cette phrase a été la goutte d'eau, l'injonction au bonheur, la demande de gratitude sur une plaie encore ouverte. C'était trop. Une sorte de calme glacial s'est emparé de moi, chassant la honte et la tristesse. J'ai relevé la tête, mon regard croisant le sien sans ciller. Tout le monde pensait que mon silence était de la faiblesse. Ils allèrent découvrir que c'était une prise de notes. Ce déjeuner de Pâques serait le dernier où je me tairais. Ce souvenir de l'hôpital n'était pas une simple image. C'était le début d'une dette invisible que j'étais la seule à connaître. Tout a commencé par un appel de ma mère, il y a 2 ans, un mardi matin. Sa voix était tendue, brève. « Ta grand-mère est tombée, fracture du fémur. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai quitté mon cours d'amphithéâtre à la fac de droit de Lyon 3, au milieu d'une phrase du professeur, laissant mes cahiers ouverts sur la table. Mes cousins, eux, ont répondu par des messages WhatsApp pleins d'une compassion distante. Marc était débordé par un projet crucial à Paris. Sophie ne pouvait absolument pas laisser les enfants à Marseille. Leurs excuses étaient polies,
prévisible, et elle me laissait seule sur le front. J'étais devenue, en l'espace d'un appel, la seule option viable, la responsable par défaut. La géographie était devenue mon fardeau et leur alibi parfait. Les 3 mois qui ont suivi se sont effacés en une longue traînée grise d'épuisement. Les nuits à l'hôpital, sur ce fauteuil en sky qui me brisait le dos, n'étaient que le prélude. Une fois rentrée chez elle, le vrai travail a commencé. Je suis devenue son infirmière, sa cuisinière, son aide-ménagère. Je me levais à 6h du matin pour préparer ses médicaments avant de courir à la fac pour un cours que j'écoutais à moitié, l'esprit déjà tourné vers la liste des courses à faire pour son déjeuner. Mon premier semestre de 2e année de droit s'est évaporé. Mes notes ont chuté. Mes professeurs s'inquiétaient de mes absences répétées, mais je répondais par des sourires vagues. Comment expliquer que je sacrifiais mon avenir pour un présent qui semblait n'appartenir qu'à moi ? La famille, elle, se contentait de mes bulletins de santé rassurants. Elle va mieux, elle mange bien. Personne n'a jamais demandé comment. Moi, j'allais. Le sacrifice le plus lourd n'a pas été le temps, mais l'argent. L'argent de mes rêves. Depuis mes 16 ans, je mettais de côté chaque euro gagné en travaillant les étés pour financer une année d'études à Dublin. C'était mon projet, mon échappatoire. J'avais accumulé 8 000 €. Cette somme a fondu en moins de 3 mois. Taxi adapté pour les rendez-vous, car l'ambulance n'était pas toujours couverte. Aide à domicile pour les quelques heures où je devais absolument être en cours, facturé 60 € la matinée. Médicaments non remboursés, compléments alimentaires coûteux, matériel médical. J'ai tout payé, sans jamais rien dire, en voyant le solde de mon compte en banque diminuer jusqu'à presque disparaître. Chaque dépense était une brique de plus sur le mur de mon ressentiment silencieux. Une brique que je rangeais soigneusement sous forme de facture dans un classeur vert. Ma grand-mère, elle, n'a jamais posé de questions. Elle a accepté mon aide comme un dû, ma présence comme une évidence. Quand je lui parlais des frais, elle balayait mes inquiétudes d'un geste de la main. « Ne t'en fais pas, la mutuelle s'occupe de tout. » La famille a adopté cette version simplifiée, cette fiction confortable qui les dédouanait de toute responsabilité. C'était plus simple de croire à la magie de l'administration française qu'à la réalité de mon compte en banque vidé. Ils préféraient imaginer un système parfait plutôt qu'une petite fille épuisée, sacrifiant ses économies. Cette cécité volontaire était peut-être pire que l'oubli. Elle niait non seulement mon effort, mais aussi la possibilité même que j'ai pu faire un tel sacrifice. Pour eux, je n'avais ni les moyens, ni la stature d'un tel geste. J'étais juste Chloé, la gentille étudiante qui était là. Alors, assise à cette table de Pâques, l'œuf en chocolat dans ma main, le goût amer de cette injustice vieille de 2 ans est remonté à ma gorge. Ce n'était pas seulement un mot, reste, qu'elle m'avait jeté au visage. C'était l'effacement de 3 mois de ma vie, de 8 000 € de mon avenir, de centaines d'heures de sommeil perdu. Mon silence n'était plus de la timidité ou de la faiblesse. Il était devenu un mémorial de tout ce que j'avais donné et qui avait été non seulement oublié, mais activement nié. Il pensait que l'histoire était terminée, que la dette était réglée par une mutuelle imaginaire. Mais j'avais les reçus, et je sentais au plus profond de moi que l'heure de présenter les comptes était enfin arrivée. La gratitude, comme elle le disait si bien, devait se prouver. 2 semaines plus tard, l'écho de ce déjeuner de Pâques me hantait encore. Je pensais que le temps apaiserait la blessure, mais au contraire, il l'infectait. J'ai reçu un appel de ma grand-mère un mardi après-midi. Sa voix était enjouée, complètement déconnectée de la tension de notre dernière rencontre. Elle m'annonçait qu'elle avait pris une grande décision. Elle allait vendre son appartement de la Croix-Rousse pour déménager dans une résidence senior de luxe près d'Aix-en-Provence, afin de se rapprocher de Sophie et de ses enfants. Elle voulait que je vienne l'aider à trier ses affaires le week-end suivant, pour garder quelques souvenirs avant que tout ne parte. Elle parlait de ce déménagement comme d'une apothéose, l'aboutissement d'une vie bien remplie, sans un mot pour moi, celle qui allait être laissée derrière, encore une fois. C'était la confirmation que ma présence à Lyon n'avait jamais été un atout.
mais une simple commodité logistique bientôt obsolète. Cette annonce a été le véritable électrochoc. Ce n'était plus une simple humiliation verbale, mais un acte concret d'effacement. Elle n'allait pas seulement déménager, elle allait activement démanteler le peu de rôle qu'il me restait. Mon aide, mes courses, ma présence n'étaient que des services temporaires, et maintenant que le contrat arrivait à son terme, on me demandait de venir emballer les cartons de ma propre obsolescence. La colère qui montait en moi était froide et précise. Elle ne voulait pas de moi, elle voulait mes bras pour porter des boîtes. Elle ne voulait pas de mes souvenirs. Elle voulait que je sois le témoin de la manière dont elle choisissait de les distribuer aux autres. J'ai senti une fracture nette se produire en moi. L'espoir tenace que mes sacrifices finiraient par être reconnus s'est brisé en 1000 morceaux. Elle ne voyait pas, et elle ne verrait jamais. Alors que je raccrochais, mon regard s'est posé sur le classeur vert posé sur mon étagère, le gardien silencieux de ma vérité. Ce n'était plus un simple recueil de factures, c'était devenu un manifeste. Le manifeste de ma valeur. 8 000 €, 3 mois de ma jeunesse, des dizaines de nuits blanches. Chaque papier à l'intérieur criait une histoire que tout le monde avait choisi d'ignorer. J'ai compris que si je ne racontais pas cette histoire moi-même, elle disparaîtrait avec les meubles de l'appartement de la Croix-Rousse, enterrée sous une nouvelle vie ensoleillée en Provence, dont je ne ferais pas partie. La justice ne viendrait pas d'elle-même. La justice devait être réclamée. Ma décision était prise. Je n'irai pas ce week-end pour trier ses affaires. J'irai pour régler les comptes. Mon silence avait assez duré. Il était temps de présenter la facture. Mon plan n'était pas de crier, ni de pleurer. J'allais utiliser les armes qu'elle respectait. L'apparence, l'ordre, les faits. J'ai passé la soirée à préparer mon dossier. J'ai sorti chaque facture du classeur, chaque reçu de taxi, chaque ticket de pharmacie. Je les ai classés par ordre chronologique dans une chemise cartonnée. J'ai imprimé les relevés de mon compte d'épargne de l'époque, surlignant en jaune les retraits massifs qui correspondaient aux dates des factures. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai retrouvé les conversations WhatsApp avec Marc et Sophie. Leurs messages, pleins d'une sollicitude creuse, étaient accablants. Heureusement que tu es là pour gérer. On pense fort à vous. Tiens-nous au courant. J'ai fait des captures d'écran de chaque excuse, de chaque promesse non tenue. J'ai tout imprimé et ajouté au dossier. Ce n'était plus une question d'émotion, c'était un audit. Un audit de la dette familiale. Le samedi matin, je suis arrivée devant son immeuble, la chemise cartonnée sous le bras. L'air était frais. Le ciel de Lyon était d'un bleu limpide, contrastant avec la tempête qui grondait en moi. Ma mère était déjà là. Elle était venue m'aider, pensant que nous allions passer la journée à plier des draps et emballer de la vaisselle. Quand elle a vu mon visage, elle a compris que quelque chose était différent. Je ne portais pas la tristesse résignée habituelle, mais une détermination glaciale. Elle a regardé la chemise que je serrais contre moi et n'a pas posé de questions. Elle savait. Peut-être qu'elle attendait ce jour depuis aussi longtemps que moi. En montant les escaliers, je n'avais plus peur. J'étais la créancière venue réclamer son dû. Pas un dû financier, mais un dû de vérité. La porte s'est ouverte et ma grand-mère m'a accueillie avec un grand sourire, ignorant la bombe à retardement que je tenais dans mes mains. Le salon était déjà méconnaissable, envahi par des piles de cartons bruns qui semblaient avoir avalé les souvenirs. Ma grand-mère nous a accueillis avec une efficacité enjouée, me tendant une liste de tâches comme si j'étais une employée venue pour la journée. « Chloé, tu pourras commencer par vider la bibliothèque. Ta mère s'occupera de la vaisselle du buffet. » Elle ne voyait rien. Ni la chemise cartonnée que je tenais fermement, ni le silence lourd qui pesait sur les épaules de ma mère, ni la détermination dans mes yeux. Pour elle, c'était un samedi de déménagement ordinaire, une simple transition logistique vers une vie meilleure, plus ensoleillée, plus proche de ses petits-enfants préférés. J'ai posé la chemise sur la table basse, un geste délibéré qui a fait un bruit sec dans la pièce. Elle a levé les yeux, surprise, mais n'a rien dit. Elle pensait encore que tout cela ne concernait que des objets. Elle n'avait pas compris que j'étais venue faire l'inventaire des dettes
pas celui des bibelots. J'ai laissé ma mère commencer à envelopper des assiettes dans du papier journal, le bruit froissé créant une sorte de bande-son tendue à la scène qui se préparait. Je me suis assise sur le canapé, sans bouger. Ma grand-mère, agacée par mon inaction, s'est approchée. « Qu'est-ce que tu attends ? Il y a beaucoup à faire. » J'ai levé les yeux vers elle, mon calme la déstabilisant plus que n'importe quel cri. « Avant de trier tes souvenirs, j'aimerais qu'on parle de ceux que tu as oublié de ranger. » Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Elle a senti le changement de ton, la rupture dans le scénario qu'elle avait écrit pour cette journée. Elle a jeté un regard à ma mère, cherchant une alliée, mais n'a trouvé qu'un visage neutre qui refusait de prendre parti. Le piège n'était pas agressif. Il était fait de silence et de vérité, et il venait de se refermer doucement autour d'elle, dans son propre salon, au milieu des vestiges de sa vie. J'ai ouvert la chemise cartonnée, mais j'ai ignoré les factures pour le moment. J'ai sorti les impressions des captures d'écran. Je relisais de vieux messages l'autre jour. Ai-je commencé, ma voix égale et sans inflexion. « Tu te souviens, il y a 2 ans, quand tu es tombée ? J'ai demandé à Marc et Sophie s'ils pouvaient venir aider, ne serait-ce qu'un week-end. J'ai levé la première feuille. Marc m'a répondu ceci. « Désolée Chloé, je ne peux vraiment pas descendre de Paris, trop de boulot. Heureusement que tu es là pour gérer. » J'ai marqué une pause, laissant le poids de ces mots s'installer dans le silence. Le sourire de ma grand-mère s'était complètement effacé, remplacé par une expression d'incompréhension stupéfaite. Elle regardait le papier comme s'il s'agissait d'un document rédigé dans une langue étrangère. La fiction confortable qu'elle avait entretenue pendant 2 ans venait de recevoir sa première fissure, nette et irréparable. « Ce ne sont que des mots », a-t-elle balbutié, tentant de minimiser, de reprendre le contrôle. Ils avaient leurs raisons, leurs obligations. C'est à ce moment que ma mère est intervenue. Elle n'a rien dit. Elle a simplement arrêté d'emballer une soupière, l'a reposée délicatement sur la table, et est venue se tenir derrière moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. Ce geste, si simple, était plus puissant que n'importe quel discours. C'était une validation silencieuse, une confirmation. Elle disait « J'étais là, j'ai vu ». Ce qu'elle dit est la vérité. Ma grand-mère a compris. Elle a compris qu'elle était seule face à nous deux, face à une vérité qu'elle ne pouvait plus balayer d'un revers de main. L'alliance tacite entre ma mère et moi venait de changer l'équilibre des forces dans la pièce. Ce n'était plus la plainte d'une petite fille, c'était devenu un témoignage corroboré. Heureusement que j'étais là pour gérer, ai-je répété, reprenant les mots de mon cousin. Et gérer, grand-mère, ça avait un prix. J'ai alors sorti les relevés de compte et la liasse de factures. Je les ai étalés en éventail sur la table basse, à côté des captures d'écran. Le prix, c'était mon premier semestre de 2e année de droit. Le prix, c'était des nuits sur un fauteuil à l'hôpital. Et le prix, c'était ça. Mon doigt s'est posé sur le total que j'avais entouré en rouge au bas d'une feuille de calcul. 8 000 €. 8 000 € de mes économies pour l'aide à domicile, les médicaments et les taxis que la mutuelle n'a jamais couverts. J'ai relevé la tête et les regardé droit dans les yeux, la laissant absorber l'ampleur du chiffre. Alors oui, tu as raison. On devrait être reconnaissant d'avoir une famille. Parlons de gratitude maintenant. Le visage de ma grand-mère a perdu toute couleur. Elle a regardé les papiers étalés sur la table basse, comme s'ils étaient des serpents venimeux. Sa première réaction a été le déni, une tentative de rejeter la réalité que je venais de lui jeter au visage. 8 000 €? Mais c'est impossible, tu inventes, la mutuelle. Sa voix s'est éteinte, car elle savait, tout comme moi, qu'elle n'avait jamais vu un seul document de cette fameuse mutuelle. Elle s'était contentée de la version la plus confortable, celle qui ne lui demandait aucun effort, aucune reconnaissance. Pour la première fois, je ne voyais pas en elle une matriarche autoritaire, mais une femme effrayée par une vérité qu'elle avait passé 2 ans à soigneusement ignorer. Les preuves étaient là, en noir et blanc, un mémorial de papier à mon sacrifice silencieux, et elle rendait son déni obsolète. La fiction qu'elle s'était construite venait de s'effondrer sous le poids d'un simple relevé de compte.
Ce n'est pas seulement l'argent, grand-mère. C'est le pourquoi, ai-je poursuivi, ma voix toujours aussi calme, presque chirurgicale. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'album photo que j'avais préparé et je l'ai tourné vers elle. Sur l'écran, la capture d'écran de ma conversation avec Sophie était parfaitement lisible. Voilà ce que Sophie m'a répondu quand je lui ai demandé de venir, juste pour un week-end, pour que je puisse réviser mes examens. J'ai lu à voix haute, chaque mot pesant une tonne. « Oh ma pauvre Chloé, j'adorerais, mais avec les enfants, c'est vraiment la course. On pense fort à toi, courage. » J'ai fait défiler l'écran pour montrer le message de Marc, son excuse sur son projet professionnel si important. Les mots de mes cousins, autrefois si anodins, résonnaient maintenant dans le salon comme des aveux de lâcheté. J'exposais non seulement sa dette, mais aussi le vide de l'affection qu'elle chérissait tant. Ma mère, qui était restée en retrait près du buffet, s'est approchée lentement. Elle n'a pas dit un mot. Elle est venue se tenir derrière moi et a posé doucement sa main sur mon épaule. Ce simple contact a été plus puissant que n'importe quel discours. C'était une validation, un soutien silencieux, mais inébranlable. Sa main sur mon épaule disait à ma grand-mère « Je sais, j'ai vu, tout est vrai ». Le regard d'Élise a vacillé, passant de moi à sa fille, cherchant une fissure dans notre front uni, mais elle n'en a trouvé aucune. Elle était seule. L'alliance tacite que nous venions de former sous ses yeux avait complètement renversé la dynamique de pouvoir. Ce n'était plus la parole d'une petite fille contre la sienne. C'était la vérité, soutenue par un témoin oculaire, sa propre fille. Elle ne pouvait plus nous accuser de mentir ou d'exagérer. Elle était piégée par les faits. C'est alors que j'ai prononcé les mots que je gardais en moi depuis ce fameux déjeuner de Pâques. Alors oui, je suis le petit enfant qui reste. Je suis celle qui reste quand il faut payer les factures, quand il faut veiller la nuit, quand il faut sacrifier ses études pour que tu ne sois pas seule. Je suis celle qui reste quand les autres envoient des messages de soutien depuis le confort de leur vie bien rangée. C'est peut-être ça, le vrai prix pour faire partie de cette famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sa main, qui tenait encore sa tasse de café refroidie, s'est mise à trembler si fort qu'elle l'a reposée brusquement dans la soucoupe. Le bruit sec de la porcelaine a fendu le silence, un son fragile et définitif, comme quelque chose qui se brise pour de bon. Son autorité, sa certitude, son image d'elle-même, tout venait de voler en éclats. Personne n'a plus rien dit. Ma grand-mère fixait la table, mais je savais qu'elle ne voyait plus les papiers. Elle voyait les 3 derniers mois de sa convalescence, mais pour la première fois, elle les voyait à travers mes yeux. Elle voyait l'étudiante épuisée dormant sur un fauteuil, le compte en banque qui se vidait, les appels sans réponse à ses autres petits-enfants. Le combat était terminé. Il n'y avait pas eu de cris, pas de larmes, juste le poids insoutenable d'une vérité trop longtemps différée. J'ai rangé lentement mes documents dans la chemise cartonnée. Ma mère a gardé sa main sur mon épaule, un point d'ancrage dans la tempête silencieuse. Nous n'étions pas venus pour emballer des souvenirs dans des cartons. Nous étions venus pour déballer la vérité. Et maintenant qu'elle était là, exposée au milieu du salon, plus rien ne pourrait jamais la remettre dans sa boîte. Je me suis levée, j'ai soigneusement rangé chaque document dans la chemise cartonnée et je l'ai glissé sous mon bras. Ma grand-mère n'a pas bougé. Elle était assise sur le canapé, le regard vide, fixant la table basse comme si les fantômes de mes factures y étaient encore étalés. Elle n'a pas prononcé un mot d'excuse, ni de colère. Il n'y avait rien à dire. La vérité, une fois exposée, ne laisse aucune place à la négociation. Ma mère m'a suivie jusqu'à la porte. Dans le couloir, avant que nous ne descendions les escaliers, elle a serré ma main, une pression brève et intense qui disait tout, la fierté, le soulagement, la tristesse aussi. Nous avons quitté l'appartement sans un regard en arrière, laissant ma grand-mère seule au milieu de ses cartons et de sa vie déballée. Le silence que nous laissions derrière nous n'était pas un vide. C'était une réponse, la plus assourdissante de toutes, et elle marquait la fin irrévocable de son règne. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné.
C'était elle. Sa voix au bout du fil était méconnaissable, dépourvue de son autorité habituelle, presque fragile. Elle ne m'a pas parlé du déménagement, ni des factures, ni des cousins. Elle m'a demandé comment s'étaient passés mes examens. La question était si simple, si normale, et pourtant, c'était la première fois qu'elle la posait en 2 ans. Je lui ai répondu poliment, sans effusion, en gardant une distance prudente. Je n'ai pas offert de détails, je n'ai pas rempli les silences. J'ai compris que ce n'était pas une tentative de réconciliation, mais le premier pas d'une femme qui venait de réaliser qu'elle avait perdu tout son pouvoir. Elle n'appelait plus pour donner des ordres ou pour se plaindre, mais pour tenter de maintenir un lien qu'elle avait elle-même sectionné. La dynamique avait changé pour toujours. Je n'étais plus celle qui attendait un appel, mais celle qui décidait d'y répondre. Les appels sont devenus plus fréquents, mais plus courts. Lors d'une de nos conversations, elle a laissé échapper, d'un ton las, que Marc n'avait pas appelé depuis 1 mois et que Sophie était toujours trop occupée pour lui parler plus de 5 minutes. Elle n'a pas fait le lien avec ma révélation, du moins pas à voix haute, mais je savais qu'elle avait compris. Le piédestal sur lequel elle avait placé ses petits-enfants parisiens et marseillais s'était effondré. Confrontée à leur indifférence maintenant qu'elle n'avait plus rien à leur offrir en termes d'image familiale, elle découvrait la vacuité de leur affection. La justice poétique était là, servie non pas par ma vengeance, mais par la simple vérité de leur caractère. Ils n'avaient pas changé. C'est le regard de ma grand-mère sur eux qui avait été brisé. Elle récoltait enfin ce qu'elle avait semé, un amour performatif qui ne résistait pas à l'épreuve de la réalité. La conséquence la plus concrète de cette prise de conscience est arrivée 1 mois plus tard. Elle m'a annoncé, au détour d'une phrase, qu'elle avait annulé la vente de son appartement. « C'est trop compliqué finalement. Un déménagement à mon âge », a-t-elle prétexté. Mais je savais que la véritable raison était autre. L'idée de se rapprocher de Sophie à Aix-en-Provence, autrefois un rêve radieux, était devenue un projet sans fondement. Elle avait compris qu'elle y serait encore plus seule qu'à Lyon. Rester dans son appartement de la Croix-Rousse n'était pas un choix de confort, mais un aveu de défaite. Elle renonçait à la fiction d'une famille parfaite, qui l'attendait sous le soleil du Sud. Elle choisissait de rester avec la seule vérité qui lui restait. Une vérité amère, que je lui avais servie un samedi matin, au milieu de ses cartons. Libérée du poids de cette injustice et de la quête incessante de sa validation, j'ai senti une énergie nouvelle m'envahir. Je me suis replongée dans mes études de droit, avec une concentration que je n'avais pas connue depuis des années. Les 8 000 € que j'avais perdus ne me semblaient de plus être le prix de mon sacrifice, mais le coût de ma liberté. C'était l'investissement le plus rentable de ma vie. Je n'ai jamais été remboursée, et je n'ai jamais plus demandé à l'être. La véritable réparation n'était pas financière, elle était morale. J'avais regagné mon estime de moi, et j'avais forcé le respect. Notre relation n'a jamais été réparée, car ce qui était cassé l'était pour de bon. Elle a été lentement reconstruite sur des fondations entièrement nouvelles, faites non plus de devoirs et d'attentes, mais d'une vérité silencieuse et incontournable. Aujourd'hui, je vis dans un petit studio près des quais du Rhône, un endroit que j'ai choisi non pas pour sa proximité avec ma famille, mais pour sa vue dégagée sur le fleuve. L'air y semble plus léger, moins chargé d'attentes non dites. Le classeur vert, celui qui contenait les preuves de ma dette silencieuse, est toujours sur mon étagère, mais je ne l'ouvre plus. Il n'est plus un mémorial de ma souffrance, mais un monument à ma force. J'ai appris que le silence peut être une prison ou une forteresse, et que la différence réside dans l'intention. Mon ancien silence était fait de peur et d'un espoir naïf de reconnaissance. Mon silence d'aujourd'hui est différent. C'est un espace que je me réserve, une frontière que je ne laisse plus personne franchir sans y être invité. C'est le son apaisant de ma propre souveraineté, une tranquillité que j'ai payée cher, mais qui, je le sais maintenant, n'a pas de prix. Cette confrontation a été mon véritable premier cas pratique en droit, bien plus formateur que n'importe quel cours à l'université. J'ai compris que la justice ne consiste pas seulement à connaître les lois, mais à avoir le courage de présenter les faits, même lorsque l'auditoire est hostile. J'ai utilisé les preuves, non pas pour détruire,
mais pour exposer une vérité qui avait été volontairement enterrée. Cette clarté, cette nouvelle assurance, s'est répercutée sur mes études. J'ai fini ma 2e année avec une mention, non pas parce que j'étais plus intelligente, mais parce que j'étudiais pour moi-même, pour construire mon avenir, et non plus pour prouver ma valeur à des gens qui refusèrent de la voir. Chaque article du Code civil que j'apprenais résonnait différemment, comme une confirmation que le respect et la dignité ne sont pas des faveurs à mendier, mais des droits fondamentaux à exiger, même au sein de sa propre famille. Nos relations ne sont jamais revenues à la normale, et c'est une bonne chose. La normalité était toxique. Ma grand-mère m'appelle encore, mais ses appels sont brefs, presque timides. Elle me pose des questions sur ma vie, écoute mes réponses et ne demande plus rien. Le respect qu'elle me porte aujourd'hui n'est pas né de l'affection, mais de la peur de la vérité que je représente. Je ne suis plus sa commode petite fille de service, mais celle qui connaît les comptes et qui n'a pas peur de présenter la facture. C'est une paix froide, mais c'est une paix tout de même. Quant à mes cousins, je ne leur parle presque plus. Leur absence, autrefois une source de douleur, est devenue une source de tranquillité. J'ai compris que l'on ne peut pas forcer les gens à vous accorder une place dans leur vie. On peut seulement choisir de ne plus attendre dans l'antichambre. La plus grande leçon que j'ai tirée de tout cela n'a rien à voir avec l'argent. Les 8 000 € étaient maintes le symptôme, pas la maladie. La maladie, c'était de croire que mon dévouement finirait par m'acheter de l'amour et de la reconnaissance. J'ai appris la différence cruciale entre être bon et être utile. J'étais utile, toujours disponible, toujours prête à me sacrifier. Mais ce n'est pas ce qui vous rend précieux aux yeux des autres. Cela vous rend simplement facile à exploiter. La vraie valeur ne vient pas de ce que l'on donne, mais de ce que l'on refuse de sacrifier. Sa dignité, son avenir, son estime de soi. En posant mes limites, je n'ai pas gagné leur amour, mais j'ai regagné mon propre respect. Et c'est le seul qui, en fin de compte, peut véritablement vous reconstruire, après avoir été brisé. L'été prochain, je partirai enfin pour Dublin. Pas pour une année entière, comme je l'avais rêvé, mais pour un stage de 2 mois dans un cabinet d'avocat, financé par une bourse que j'ai obtenue grâce à mes excellents résultats. Ce ne sera plus une fuite, mais un choix. Je ne suis plus le petit enfant qui reste. Je suis devenue celle qui part, qui construit, qui décide de sa propre trajectoire, non pas en réaction aux autres, mais en accord avec ses propres désirs. Je sais maintenant que ma place n'est pas définie par l'espace que les autres me laissent, mais par celui que je conquiers pour moi-même. Mon histoire est celle d'une table de Pâques où j'ai été servie en dernier, mais elle est surtout devenue celle où j'ai appris à quitter la table quand le menu ne me convenait plus. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être la personne qui reste dans votre propre famille ?